Salut, c'est Guillaume de Club Immobilier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement immobilier à la campagne. Alors, la campagne, c'est pas forcément là où il y a que des agriculteurs, des vaches et des poules. C'est aussi les endroits où il y a de la vie malgré tout, où il y a des habitants, il y a des commerces et il y a des gens qui habitent. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer finalement pourquoi moi j'ai fait le choix et le pari de partir sur cette typologie de ville, d'accord, sur des petites villes, on va dire excentrées des grands pôles dynamiques. Ok. Pourquoi j'ai fait ce choix-là et pourquoi aujourd'hui, malgré ce que la plupart des gens peuvent penser, on reste sur des vacances locatives très faibles, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout de difficulté à louer mes biens, bien au contraire. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc premièrement, on va définir finalement la typologie de ville dont je vais parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de villes, on va dire, de moins de 15 ou 20 000 habitants, ok? Donc entre 1500 habitants et 15 000 habitants. Ça vous donne à peu près l'idée de ce que j'appelle moi des villes à la campagne, ok? Donc, pourquoi moi j'ai fait ce pari-là? Tout simplement, ça vient d'un constat qui est assez simple, qui est de se dire, lorsque vous allez, vous, sur le Bon Coin, sur Se Loger, quand vous cherchez un appartement à louer, d'accord, dans un secteur comme celui-ci, c'est-à-dire dans une ville de moins de 15 000 habitants, vous apercevrez très rapidement qu'il y a une pénurie de logements. Alors, je m'entends bien, je parle de pénurie de logements de qualité. Des logements, il y en a plein. C'est-à-dire des produits proposés finalement par des investisseurs ou des propriétaires à la location, il y en a beaucoup. Hein. Vous aurez même l'impression finalement qu'il y a une certaine forme de saturation du marché sur ces produits-là. Mais c'est faux en fait, vous vous trompez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il faut comparer ce qui est comparable. Quand vous avez sur le marché des produits avec une kitchenette qui a 30 ans, des linos qui en ont 40, des peintures jaunes, oranges, totalement démodées ou des tapisseries en velours. Enfin, c'est une catastrophe. Personne n'a envie de se projeter là-dedans. Et même si en fait vous réduisez fortement le loyer, ça n'empêche pas que vous n'avez pas envie d'y aller. Mettez-vous à la place, vous, de ces locataires et demandez-vous si vous préférez mettre, je sais pas moi, 50, 100 euros de plus par mois pour être dans un beau logement ou si vous acceptez finalement de partir sur un logement dans lequel vous ne vous sentez pas bien, tout ça pour des économies d'argent. En fait, vous apercevrez que si vous avez les moyens de pouvoir mettre 50 ou 100 euros de plus, vous ferez ce choix-là. D'accord? Et jamais de la vie, vous partirez sur un autre type de logement. Vous ne partirez pas sur un truc totalement dégueulasse dans lequel vous n'avez pas envie de vivre. En fait, ça vient tout simplement de ce constat-là. Et ces produits-là dans lesquels vous avez envie de vous projeter et vous avez envie de vivre, dans ces villes-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, voire il n'y en a presque pas. D'accord? Ça commence à arriver de plus en plus, parce qu'on parle de plus en plus dans notre cercle, on va dire, notre petit milieu d'investissement immobilier, de cette stratégie d'investissement dans les zones rurales. Et petit à petit, du coup, il y a des gens qui arrivent et qui essayent de proposer des produits plus ou moins de qualité, d'accord? Mais il restera quand même, et certains auront toujours cette impression que quand vous passez dans une ville, vous voyez beaucoup de panneaux à louer, beaucoup de panneaux à vendre, etc. Ça ne veut pas dire que la ville est morte, ça veut simplement dire que les produits qui sont à louer ne sont pas les bons, ils ne sont pas adaptés au secteur et à la demande, et que les produits qui sont en vente sont soit trop chers, soit personne n'a envie de tenter l'aventure dans ce secteur-là. C'est tout. Ça peut être vu comme une aubaine pour vous. Si personne n'a envie de se risquer à aller là-dessus, pourquoi vous ne le tenterez pas? Voilà, tout simplement. Donc, finalement, il faut se dire qu'un investissement à la campagne, ce n'est pas forcément un investissement risqué. Moi, je pense que si je devais réfléchir sur l'ensemble des biens que j'ai, en termes de vacances locatives, je pense que je dois être inférieur à 5%. D'accord? Je dois avoir 95% de taux de remplissage. Et j'ai absolument aucun souci pour louer. Et encore, la plupart du temps, j'attends finalement que le locataire soit parti avant de faire des visites parce que je préfère pas trop déranger les locataires. Il suffit que le locataire ne soit pas hyper soigneux, hyper ordonné, qu'il n'ait pas rangé parfaitement, on va dire, l'appartement. Vous allez vous griller finalement en le proposant en visite plutôt qu'attendre finalement le départ du locataire et faire visiter le jour du départ ou le lendemain. Et là, moi je sais que lors de la première journée de visite que je vais organiser, il y a 70% de chances que je le loue dans la journée. Donc, et tout ça dans des villes de 5-6 000 habitants. Et c'est pas exceptionnel, c'est-à-dire c'est juste que le produit sort des autres produits qui sont proposés dans le secteur. Et du coup, il y a un effet coup de cœur, même sans forcément aller jusqu'au coup de cœur.
il y a un effet en disant ah, enfin un produit correct, quoi, qui me convient, dans lequel je me projette. Voilà, tout simplement ça. Je ne demande pas de mettre du haut de gamme et des choses complètement disproportionnées par rapport au loyer. Parce qu'il ne faut pas oublier que les loyers finalement sont quand même relativement faibles. On va avoir des studios à 270, 300 euros maximum. On va avoir des T2 qui vont aller jusqu'à je crois que mon plus cher doit être à 420 euros. Et après un T3 à 550. Voilà. Mais ça, c'est vraiment les prix maxi. C'est des prix déjà haut de marché. Moi, j'ai des produits en T3 qui sont aux alentours de 550 euros. Et en face de ça, il y a des T3 qui sont loués dans la même ville à 380, 390 euros, mais qui ne se louent pas quand même. Qui ne se louent pas parce que même s'il y a 100, 150 euros de différence, finalement, les gens se disent bah non, ça ne me donne pas envie, j'y vais pas. Voilà. Donc, finalement, vous vous retrouvez à louer plus cher sur un marché qui semble saturé et malgré tout, vous louez quand même. Donc, c'est quand même, ça paraît dingue. Et contrairement à ce qu'on peut penser, finalement, c'est presque plus simple de louer ici en termes de ratio, on va dire, nombre de visites, location, que dans des grandes villes. Parce que dans une grande ville, les gens auront plus de choix. Et ça arrivera beaucoup plus souvent que les gens vous disent bah, attendez, moi j'ai 3-4 visites encore sur des produits similaires, etc. Alors qu'ici, ça va arriver très peu finalement que les gens vous disent bah, écoutez, j'ai 3-4 visites encore et je vous donnerai une réponse d'ici la fin de la semaine. Généralement, ils visitent, ils disent ok, ouais, ça me va, je veux bien. Parce qu'il n'y a pas tant de choix que ça. Donc finalement, je dis pas que c'est par défaut qu'ils choisissent votre logement, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que il y a rien d'autre. Et encore plus quand vous faites un certain type de location. Quand vous faites par exemple de la location meublée, moi j'ai à peu près 50% de mes appartements qui sont meublés, 50% en location nue. Et même dans les petites villes, je vais faire la location meublée, parce que déjà je vais me différencier des autres et je ne veux pas avoir que les mêmes produits, on va dire, dans une même ville. Et j'ai des gens qui viennent en me disant on n'en trouve pas, quoi. Enfin, on trouve pas de logement meublé dans ce secteur-là et on a beaucoup de mal. Les mecs qui me disent je viens de divorcer, par exemple, je viens de trouver un emploi, donc c'est mon premier job. Alors peut-être que le mec va rester un an, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, d'accord. Il faut pas oublier que le logement meublé, c'est pas fait que pour les étudiants, ok. Le logement meublé, c'est comme je dis, personnes divorcées, jeunes travailleurs, ça peut être plein de choses. On a eu des gens en alternance qui travaillaient, etc. Mais on a des retraités qui vont prendre aussi du meublé parce que des gens qui n'ont pas de revenus, qui ont des faibles revenus, qui ont une toute petite retraite. Et finalement, un petit studio ou un T2, ça leur va très bien. Voilà. Des jeunes travailleurs qui ont démarré depuis un an et qui n'ont pas l'envie, on va dire, d'acheter des meubles eux-mêmes, etc. parce qu'ils préfèrent utiliser l'argent autrement ou économiser de l'argent, c'est une bonne solution pour eux. Les gens demandent souvent finalement qu'est-ce que ça apporte pour toi de louer en meublé, combien tu loues de plus finalement quand tu loues en meublé. Eh ben moi, ça peut paraître étonnant, mais je loue pas plus cher, d'accord. Je loue pas plus cher mes produits en meublé que mes produits en location nue. Pourquoi? Parce que bon, il y a un régime fiscal qui est assez avantageux sur la location meublée, donc ça me va très bien en fait comme ça. Et je veux surtout pouvoir les louer en meublé. Voilà, c'est surtout ça. Et comment dire, ici il y a moins cette culture de la location meublée, et c'est un peu plus nouveau, donc ça a plus de mal à arriver, et les gens auraient du mal même à comprendre une location meublée totale, j'ai envie de dire complète, avec cuisine, avec vaisselle, je veux dire, avec l'aspirateur, avec tout ça, parce que ici ils sont pas habitués à ça. Par exemple, j'ai fait un état des lieux il y a 2 jours avec une locataire, et elle me dit ah ben non, moi le frigo c'est bon, j'en ai un, la table basse, non, je préfère la mienne. Et du coup, bon, moi ça me dérange pas parce que je suis à côté, donc je les prends, je les stocke chez moi, c'est pas un souci. Mais les gens n'ont pas forcément envie d'un meublé total. Voilà, c'est un meublé partiel en disant ouais, le canapé, ça c'est bien, ça c'est pratique, mais il y a des choses, je les ai ou je les récupérais de telle ou telle personne. Voilà, on n'est pas pareil que dans une grande ville dans laquelle souvent c'est des gens qui sont totalement extérieurs, je veux dire, à cette région, à ce secteur, et qui viendront avec vraiment rien, avec juste leur valise. Ici, c'est un peu différent. C'est plutôt le premier appartement de la personne, et du coup, les parents sont pas forcément très loin, et du coup, ils leur donnent quelques trucs en complément, on va dire, de ce qu'il y aura déjà dans l'appartement. Donc, c'est un peu une manière différente de faire la location meublée. Mais la location meublée, du coup, dans ces petites villes, fonctionne aussi très bien, et il n'y a aucun souci pour louer.
Bon, l'autre question que vous allez me poser, et je m'y attends, c'est qu'en est-il de la revente? Bon, la revente, c'est vrai que c'est un sujet qui est plus délicat, puisque derrière, vous me dites, mais attendez, c'est beaucoup plus compliqué quand même de trouver derrière un investisseur, même si vous êtes convaincu aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que vous allez arriver à convaincre un investisseur finalement de prendre ce produit précisément pour investir et vous êtes sûr de ne pas perdre de l'argent. Donc, j'ai toujours dit à chaque fois que perdre de l'argent sur de la vente, ça ne me dérangeait pas. Dans le sens où, c'est-à-dire que même si je devais vendre un peu moins cher ou totalement même moins cher finalement que ce que j'ai acheté, ça ne me dérangeait pas beaucoup. Premièrement, parce que j'ai fait beaucoup de déficit foncier et lors de la revente, je vais payer une grosse plus-value même si je vends au même prix. Deuxièmement, si je vends, ce sera certainement quand j'aurai terminé de rembourser mon crédit. Donc, la revente, je récupérerai finalement l'argent de la vente, tout simplement, sans déduction à part les impôts. D'accord? Donc, si j'ai acheté, je sais pas moi, 200 000, que j'ai remboursé mon crédit, que je le vends même 150 000 euros, je vais payer une plus-value suivant le montant du déficit foncier, etc. Mais même si je récupère 120 000 euros à la fin, je récupère 120 000 euros, d'accord? Je ne perds pas de l'argent sur la vente en soi, ok? Et pendant toute la durée du crédit, mes opérations me rapportent de l'argent tous les mois. Donc, dans tous les cas, même si je fais une certaine forme, une mauvaise opération à la revente, malgré tout, pendant tout le temps, on va dire, de l'achat, j'ai gagné de l'argent et j'en gagne aussi le jour de la vente. Donc, ce n'est pas vraiment un problème en soi, même si aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à acheter des produits à 10% net de renta, moi le premier, sur un produit clé en main sur lequel les travaux sont déjà faits, tout est déjà terminé et c'est prêt à la location. Voilà, ça existe. Donc si vous achetez un produit à 12% par exemple de rentabilité ou 13% de rentabilité sur lequel il y a des travaux, vous êtes fait chier à faire les travaux, tout va bien, il y a les locataires en place, les locataires sont corrects, etc. Derrière, rien ne vous empêche de le revendre avec simplement une rentabilité, c'est-à-dire à 10, 11% et vous trouverez des acquéreurs, et je vous assure. Et si vous n'en trouvez pas, vous m'appelez et moi je vous en trouverai ou j'achèterai moi-même. Mais il ne faut pas avoir peur de ça parce que ces produits-là, ils peuvent quand même plaire et la renta, si elle est là, ça fonctionne quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Rajoutez un petit pouce bleu et abonnez-vous également. Ça aidera à faire connaître la chaîne et à me motiver pour faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.